Oh, vous êtes là? Eh bien aujourd'hui, nous allons voir notre premier cours de bioautomatique. Alors bioautomatique, c'est quoi? Bio, vous connaissez ça, la biologie. Automatique, eh bien c'est automatisation. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer des tâches d'automatisation? Souvent on va utiliser un ordinateur, un serveur qui aura la capacité de prendre des mesures et de réagir à ces mesures et d'avoir de l'intelligence. Alors, serveur, si vous connaissez ce que c'est un serveur, vous avez déjà vu ça dans des films ou dans des séries, les grandes salles serveurs, les data centers dans lesquels vous avez plein de machines alignées, des machines qui sont extrêmement puissantes mais qui font énormément de bruit et qui coûtent très cher. Si nous on veut faire un petit serveur d'automatisation simple pour automatiser une machine ou un appareil de mesure, on n'a pas besoin d'un truc aussi puissant. Donc, on va un peu descendre en termes de qualité. Ce qu'il y a en dessous du serveur, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Soit l'ordinateur de bureau, la tour que vous pouvez avoir chez vous, soit le laptop. Sauf que ça, une fois de plus, ça peut faire du bruit, ça consomme de l'électricité, ça peut consommer plusieurs centaines de watts, et ça coûte cher. Donc, encore trop puissant. Est-ce qu'il existe du coup un truc qui est Est-ce qu'il existe du coup un appareil qui soit moins puissant qu'un ordinateur, moins cher et plus compact, mais qui soit quand même capable de faire tourner des programmes relativement avancés? Eh bien oui, ça s'appelle un single board computer, un ordinateur, un nano-ordinateur monocarte. Si vous cherchez single board computer sur internet, vous allez tomber sur le Raspberry Pi. C'est le plus connu des single board computers. C'est un peu eux qui ont lancé le concept des ordinateurs monocartes. C'est pas forcément les plus puissants, c'est juste les plus connus et les mieux documentés. Et c'est ce qu'on va principalement utiliser parce que c'est vraiment le plus simple à obtenir. Cela dit, il n'y a pas que le Raspberry Pi. Il va y avoir des clones, des copies du Raspberry Pi, ou alors des machines qui sont inspirées du Raspberry Pi, qui vont être plus puissantes, plus grandes, plus petites, plus chères, moins chères, donc il va y avoir un peu de tout, mais en fait, elles vont à peu près toutes se ressembler. Nous, ce qu'on va faire, c'est installer Linux, principalement, sur notre single board computer. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe Linux sur un Raspberry Pi 0, c'est la version light du Raspberry Pi qui coûte de 5 à 10 €, donc c'est vraiment très bon marché et qui est minuscule, vous allez voir tout à l'heure. On va également installer ça sur un Orange Pi 0, qui est une sorte de copie chinoise, grosso modo, du Raspberry Pi 0. Et on va également installer ça sur un Jetson Nano. Ça, c'est la version haut de gamme du Raspberry Pi. Elle est développée par Nvidia. Nvidia, c'est les gars qui développent les cartes graphiques que vous avez probablement dans votre ordinateur. La fameuse RTX. Et du coup, nous, on va pas avoir une RTX dans notre single board computer, sauf qu'en fait, on va avoir un très bon processeur et on va avoir un très bon GPU, donc une carte graphique. Et cette carte graphique, elle pourra nous servir plus tard pour d'autres programmes, pour faire de l'analyse d'image et avoir des programmes éventuellement de machine learning, d'intelligence artificielle, donc un peu de tâches plus avancées. Mais donc, retenez simplement, un single board computer, c'est quoi? C'est un truc qui a à peu près la taille et la puissance d'un téléphone, mais qui est capable de faire tourner Linux et de faire tourner des programmes que vous pourriez avoir sur votre ordinateur. On verra que l'architecture du processeur n'est pas exactement similaire, donc on verra ça plus en détail plus tard, mais en gros, généralement, votre ordinateur tourne en architecture x86. Les single board computers, on les trouve souvent en architecture ARM, la même architecture que vous retrouvez dans vos téléphones. Pour la plupart des tâches, c'est pas important, mais pour certaines tâches, vous verrez qu'en gros, certains programmes ne sont pas totalement compatibles. Mais ce que moi, je vais vous expliquer dans ce cours-là sera totalement compatible, peu importe le single board computer que vous utiliserez, peu importe l'architecture. Alors du coup, c'est très bien de savoir ce qu'on va utiliser, mais on va voir maintenant comment installer ça, avant même de pouvoir faire de l'automatisation, comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on paramètre le serveur qui nous permettra plus tard de faire de l'automatisation. Le premier single board computer que vous pourrez trouver en fait quand vous tapez sur internet, un des moins chers et un des plus connus, c'est le Raspberry Pi 0. Et en fait, il existe deux modèles de Raspberry Pi 0, et pourquoi ce sont les plus connus, vous allez voir tout de suite. D'une part, lui, Raspberry Pi 0 classique, il coûte 5 €. 5 €, vous avez un ordinateur minuscule qui est capable de faire tourner Linux, qui est capable de faire tourner tout un tas de programmes. Mais voilà, ça coûte 5 €, c'est un ordinateur. Donc rien que pour ça, en fait, achetez-en des palettes, par pitié. Donc, 5 € un ordinateur. Le problème avec le Raspberry Pi 0 classique, c'est qu'en fait, il n'a pas de Wi-Fi. Si vous voulez avoir de Wi-Fi, il vous faudra le Raspberry Pi 0W. Vous voyez, ça, c'est la puce Wi-Fi. C'est donc ça qui va différencier ces deux cartes. Ils ont le même processeur, la même puissance, sauf que lui n'a pas de Wi-Fi, lui a du Wi-Fi. 5 €, 10 €. Mais ils fonctionnent du même principe. Donc qu'est-ce qui fait que ces single board computers sont de véritables ordinateurs? Eh bien en fait, on a les composants classiques d'un ordinateur. On a des connectiques, de l'HDMI, de l'USB, une alimentation. On va avoir un processeur. Ici, il est caché sous un radiateur, mais en fait, on a ici le processeur qui se trouve ici. Et en fait, c'est ce qu'on appelle ici un SoC, System on a Chip. Et en fait, on va avoir sur la même puce le processeur et la mémoire RAM. Si vous avez déjà joué avec un ordinateur, si vous avez déjà monté un ordinateur, vous savez qu'il vous faudra votre processeur,
de la mémoire RAM, donc c'est de la mémoire temporaire, qui permettra, donc qui sera facilement accessible et rapidement accessible par votre processeur, qui permettra de stocker des fichiers et qui lui permettra de faire ses calculs. Donc c'est très important pour l'ordinateur d'avoir le processeur qui réfléchit, la RAM qui est de la mémoire à court terme, comme vous, dans votre cerveau, vous avez de la mémoire court terme et de la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, elle se trouve où? Dans le disque dur. Le disque dur, c'est quoi? Eh bien ici, ce sont des cartes micro SD, des cartes amovibles. Tac et tac. Donc finalement, on a un PC. Connectique, processeur, RAM, mémoire. C'est tout. Il n'en faut pas plus. On a également, et ça vous le voyez, ce qu'on appelle des GPIO. Alors les GPIO, ce sont ces petites connexions électriques. Vous voyez que ça, par exemple, ce sont ce qu'on appelle des GPIO mâles, et ce sont des GPIO femelles. Pourquoi mâles et femelles? Vous êtes biologiste, vous connaissez la biologie. Ok, mâle, femelle, clouc. Je pense que vous avez compris pourquoi on les appelle comme ça. Donc en gros, ces GPIO, à quoi ils servent? Eh bien en fait, on va pouvoir y brancher des capteurs, des moteurs, et donc ça nous permettra en fait d'interagir avec le monde réel, soit pour collecter des informations de température, d'humidité, de pH, de turbidité, donc vraiment on pourra brancher des capteurs et accéder à ces capteurs, mais on pourra également interagir dans le sens où on va pouvoir piloter le monde réel, piloter des pompes, piloter des lumières, piloter des injecteurs, tout un tas de choses. Ça en fait, on le verra plus tard dans le cours, il est possible de piloter les GPIO, mais on va utiliser autre chose qui s'appelle un microcontrôleur, qui ressemble à ça. Voilà, pas trop de spoilers, mais en fait, pour piloter les machines, on va plutôt utiliser des microcontrôleurs, qui sont finalement encore moins puissants et encore plus spécifiques, et encore moins chers que les single board computers. Mais c'est pour plus tard. Donc ici, j'ai dit 5 € Raspberry Pi 0, 10 € Raspberry Pi 0W. Sur la micro SD, on installe Linux. Comme je le disais dans l'introduction, eh bien on n'a pas simplement les Raspberry Pi comme single board computer, c'est eux, pas forcément eux qui ont inventé les single board computers, c'est eux qui les ont popularisés. C'est vraiment eux qui ont créé la vraie doc qui fait que c'est accessible vraiment aux débutants. Sauf que maintenant, il y a d'autres marques qui se sont dit « mais c'est cool, dis donc, ce qu'ils ont fabriqué. Est-ce qu'on ferait pas un truc similaire ?» Eh bien, c'est là qu'arrive par exemple Orange Pi. Bon, Raspberry Pi, Orange Pi, c'est pas une copie, c'est un hommage. C'est un hommage qu'ils ont fait au Raspberry Pi, bien entendu, Mais on a exactement la même chose. Regardez. Processeur, RAM, connectique, mémoire, GPIO. La différence entre les deux, c'est le type de connexion. Regardez, ici, on a de l'HDMI, du micro USB. Là, on n'a pas d'HDMI, mais on a de l'Ethernet et de l'USB en vrai format que vous avez l'habitude de voir. C'est pas relativement la même taille, c'est pas le même type de format, vous voyez que ils sont assez similaires. Et en fait, ici, il y a aussi également une très grande différence au niveau du processeur. Le processeur de l'Orange Pi 0 est largement plus puissant que le Raspberry Pi 0. Sauf que lui va coûter un peu plus cher, une quinzaine d'euros contre une dizaine d'euros. Il a aussi, bien entendu, lui, du Wi-Fi. Et donc, selon les tâches, en fait, eh bien, ça dépendra. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance qu'un Raspberry Pi 0, bah, prenez un Orange Pi 0. Sauf que d'un autre côté, l'Orange Pi 0, en termes hardware, en termes électroniques, il est supérieur au Raspberry Pi 0. Mais en termes de support software, de documentation, d'utilisation, de facilité d'utilisation, en fait, vu que la marque qu'il a créée, ils ont fait du très bon hardware, mais au niveau software, ils se sont dit, c'est open source, ils vont se débrouiller, ils apprendront par eux-mêmes. Alors que Raspberry Pi, ils sont vraiment pensés pour les débutants. C'est là que ça peut être intéressant. Un autre truc à remarquer du point de vue des Raspberry Pi, c'est vraiment leur écosystème est génial. Par exemple, le Raspberry Pi, j'ai ici un Raspberry Pi 0W, je vais pouvoir installer Linux, programmer des choses dessus, et une fois que j'ai fait mon programme, je peux enlever sa carte micro SD et venir la mettre dans un Raspberry Pi 0W. Donc on peut développer du code sur la version supérieure et lancer ce code sur la version inférieure, entre guillemets. Ça, c'est vraiment typique de l'écosystème Raspberry Pi. Là, c'est même au point que vous pouvez faire votre code sur un Raspberry Pi 0W et aller le mettre sur les versions plus haut de gamme, le Raspberry Pi 3B+, ou le Raspberry Pi 4. Dans le cas des Orange Pi, malheureusement, c'est pas le cas. Ici, je dois installer une version de Linux qui est parfaitement optimisée pour mon Orange Pi 0. Si je prends un Orange Pi 1, même fabricant, pas le même modèle, eh bien je ne peux pas prendre ma carte micro SD et venir la mettre. Il me faudra donc une version Linux spécifique pour l'Orange Pi 1, une version spécifique pour l'Orange Pi 0. Donc c'est un peu moins universel. Retenez juste, voilà, ça par exemple c'est les deux modèles d'entrée de gamme. Ils coûtent une dizaine, quinzaine d'euros. Ils sont capables de faire des tâches relativement simples.
ils ont quand même du Wi-Fi, et donc on peut vraiment faire le serveur le plus basique qui soit. Et en fait, pour tout un tas de choses qu'on va faire en bioautomatique, ces deux machines sont largement assez puissantes. Maintenant, imaginons qu'on a besoin de beaucoup plus de puissance. Que ça soit pour avoir du machine learning, pour avoir des systèmes d'analyse d'images. Donc vraiment, voilà, ça, c'est des serveurs qui sont capables d'enregistrer des données, de piloter basiquement des machines, de créer une petite interface graphique pilotable à distance. Si maintenant vous voulez avoir de la vraie intelligence, vraiment un programme puissant, mais que vous voulez quand même pas utiliser un ordinateur, parce qu'on a déjà vu, ordinateur, cher, consommation d'électricité, gros. Vous avez des single board computers plus puissants. C'est le cas par exemple ici d'un Jetson Nano. Jetson Nano qui est fabriqué par Nvidia. Nvidia, si vous êtes des gamers, vous connaissez probablement Nvidia parce que c'est eux qui fabriquent les cartes graphiques, telles que les cartes graphiques RTX, les fameuses cartes graphiques RTX. Et donc eux, ils sont très doués dans ce qui est création de cartes graphiques. Et en fait, leur single board computer, le Jetson Nano, le Jetson Xavier, là, ils en ont fait d'autres domaines, eh bien, ils ont la possibilité d'avoir d'une part un bon processeur, largement plus puissant que ces processeurs-là, et en plus, un GPU, une carte graphique, qui pourrait être utile pour d'autres programmes pour faire ce qu'on appelle de l'accélération graphique. En fait, un GPU, c'est quoi? C'est comme un processeur, donc comme le CPU de votre ordinateur, sauf que votre processeur, il va avoir 8 cœurs, qui permettra de faire 8 tâches d'une certaine façon en parallèle. C'est pas exactement ça, mais retenez simplement, chaque cœur, c'est un calcul en parallèle, grosso modo. Eh bien, le GPU, il sera optimisé pour faire beaucoup de petits calculs en parallèle. Là, par exemple, ici, on va avoir ce qu'on appelle 128 CUDA-Core. C'est l'architecture des cœurs de chez Nvidia. C'est-à-dire qu'en fait, votre CPU, il sera peut-être capable de faire 4 calculs en parallèle. Le GPU, il serait capable de faire 128 petits calculs en parallèle. Et pour tout ce qui est machine learning, analyse de données, intelligence artificielle, faire des petits calculs en parallèle, c'est super intéressant. Et donc, même si on garde un appareil relativement compact, qui consomme peu d'énergie, bon, ici, c'est de l'ordre de 5 à 15 watts, donc ça consomme plus que lui qui peut consommer moins d'1 watt, bien entendu. Vraiment, là, ça consomme quasiment rien. Lui, ça va consommer quelques watts, mais comparé à votre ordinateur, 10 watts, c'est rien du tout. En fait, 10 watts, c'est moins que l'énergie nécessaire pour allumer votre écran de votre ordinateur. Et il sera quand même capable de faire des tâches d'intelligence beaucoup plus poussées. Et on aura exactement la même chose. Alors, aussi, un truc qui est intéressant avec le Jetson Nano, c'est sa conception. En fait, ici, on appelle ça un single board computer. Ordinateur monocarte. Le Jetson Nano, et vous retrouvez ça dans certains single board computers, c'est un peu triché. C'est pas exactement un ordinateur simple carte, pour la simple et bonne raison que, regardez, nous avons une carte mère, ce qu'on appelle une carte mère, et une carte fille. La carte mère, c'est sur laquelle vient se brancher la carte fille. Ça, c'est la carte mère. Il n'y a aucune intelligence dedans. En fait, ça va simplement nous permettre d'avoir un accès facile aux connexions. Ça nous permet d'avoir l'alimentation, l'HDMI, l'USB, l'Ethernet. Une fois de plus, l'alimentation, soit avec un connecteur comme ceci, soit un connecteur micro USB, les deux fonctionnent. Et toute l'intelligence se retrouvera sur la carte fille, qui se trouve ici. Avec un connecteur, bah, vous voyez que c'est très compliqué de venir accéder ici. C'est plus simple de venir souder des choses sur des connecteurs comme ceci, les fameux connecteurs mâles qu'on avait vu tout à l'heure, plutôt que sur ça. Mais ici, on aura tout ce qu'on a vu précédemment. Le processeur qui se cache ici derrière, avec la RAM qui est aussi cachée du coup sous le radiateur ici, et la mémoire, et le micro SD comme on a vu précédemment. Là où c'est intéressant d'avoir ce concept carte mère, carte fille, nous, dans notre cours de bioautomatique, ça ne nous intéressera pas vraiment, mais ça peut être intéressant de le savoir pour vous, c'est qu'en fait souvent ces cartes-là, elles sont conçues de telle sorte qu'en fait vous utilisiez la carte mère pour programmer la carte fille. Donc là en fait vous allez venir brancher ça ici. Vous allez la mettre comme ça, vous allez brancher ça à un écran, un clavier, une souris, vous programmez votre code, très bien, voilà, vous faites votre code, Puis après, quand vous avez fini votre programme, vous enlevez la carte fille, vous avez un truc largement plus compact, et paf, vous avez un truc plus petit, plus simple, plus compliqué à interfacer, mais qui prend moins de place. En fait, souvent, les Jetson Nano, on va les utiliser quand on veut faire, comme j'ai expliqué, du machine learning, de l'analyse d'image, et donc l'idée c'est que si par exemple vous voulez faire un robot autonome qui est capable... Je sais pas moi, dans le cas de la bioautomatique, par exemple, un microscope automatique est capable d'analyser des photos microscopiques et de compter le nombre de cellules, de mesurer la longueur, mesurer la largeur, mesurer la couleur. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de l'HDMI, de l'USB, tout ça. Donc ce que vous pourriez imaginer de faire, c'est vous branchez, vous programmez, quand c'est fait, vous enlevez la carte, et la carte fille, clac, clac, vous venez la connecter dans votre microscope, et vous gagnez de la place. C'est juste une question de gain de place. C'est simplement qu'en fait, ici,
l'intelligence est amovible. Sur ces cartes-ci, elle ne l'est pas. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont suffisamment petites que pour avoir besoin de faire ça. Donc en fait, si vous cherchez sur Internet, vous verrez qu'il existe ce qu'on appelle des Raspberry Pi Compute Modules qui utilisent ce concept de carte mère, carte fille. Bien. Pour notre introduction à la BIOS automatique, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour installer Linux sur la carte microSD. C'est forcément la première tâche. Avant même de pouvoir utiliser ces différents ordinateurs, comment est-ce qu'on fait pour installer Linux dessus? Eh bien, on va voir ça tout de suite, et vous allez voir qu'en fait, ça peut se faire littéralement en 2 clics. 2 clics pour installer Linux sur ces machines, peu importe que ce soit un Raspberry Pi, peu importe que ce soit un Orange Pi, un Jetson Nano, n'importe quelle remarque, en fait, le fonctionnement est relativement le même pour toutes ces machines. Eh bien, pour ça, on va du coup retourner sur l'ordinateur.